Dans la pénombre d'une chambre d'hôtel du Beverly Hilton, le 11 février 2012, une voix qui avait fait vibrer le monde entier se taisait pour l'éternité. Whitney Houston, 48 ans, l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps, gisait inerte dans une baignoire, emportée par un cocktail fatal de médicaments et d'années de souffrance silencieuse. Cette nuit-là, tandis que tout Hollywood se préparait à célébrer la musique aux Grammy Awards, la femme qui avait défini la perfection vocale d'une génération entière s'éteignait dans la solitude la plus absolue. Ces dernières heures furent de celles d'une femme brisée, consumée par des démons que ni sa célébrité ni son talent extraordinaire n'avaient pu exorciser. Imaginez Whitney dans ces moments ultimes, contemplant peut-être le reflet déformé de sa propre image dans l'eau du bain, comme une métaphore cruelle de ce qu'était devenue sa vie. Une beauté noyée sous le poids des attentes, des trahisons et des addictions. La voix qui avait chanté l'amour, l'espoir et la rédemption avait fini par se noyer dans ses propres larmes. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'abîme de cette tragédie moderne, pour comprendre comment une enfant bénie par Dieu, élevée dans la tradition sacrée du gospel, a pu sombrer dans un tel désespoir. Car l'histoire de Whitney Houston n'est pas seulement celle d'une diva déchue, mais celle d'une industrie impitoyable qui transforme ses plus beaux diamants en poussière, et d'une société qui adore ses idoles jusqu'à les détruire. Whitney ne chantait pas seulement, elle se noyait, et personne n'a tendu la main pour la sauver. Pour comprendre la tragédie de Whitney Houston, nous devons remonter aux racines de son histoire, dans les églises baptistes du New Jersey des années 60, où résonnaient les premiers échos d'une voix destinée à bouleverser l'histoire de la musique populaire. Whitney Elizabeth Houston naît le 9 août 1963 dans une famille où la musique n'est pas seulement un art, mais une vocation sacrée, un héritage transmis de génération en génération. Sa mère, Cissy Houston, était déjà une figure respectée du gospel et de la soul, membre du groupe The Sweet Inspirations, qui accompagnait des légendes comme Elvis Presley et Aretha Franklin. Cette dernière n'était d'ailleurs pas une étrangère pour la famille, elle était la marraine de Whitney, créant dès l'enfance un lien avec l'aristocratie de la musique afro-américaine. Dans cette constellation de talents, Whitney grandit entourée d'une excellence musicale, qui était à la fois une bénédiction et une malédiction. L'église New Hope Baptist de Newark devient le premier conservatoire de Whitney. C'est là, dans cette atmosphère chargée de spiritualité et d'émotions pures, qu'elle découvre le pouvoir transcendant de sa voix. Le gospel, avec ses exigences de perfection technique et d'authenticité émotionnelle, forge chez la petite fille une discipline artistique rigoureuse, mais aussi une relation complexe avec la performance et l'exhibition de soi. Dès l'âge de 11 ans, Whitney se produit en solo dans l'église, et l'assistance reste médusée par cette voix d'ange qui semble trop mature, trop parfaite pour sortir d'un corps si jeune. Ses premières performances révèlent déjà les germes de ce qui deviendra sa grandeur et sa perdition. Une voix techniquement parfaite, mais chargée d'une vulnérabilité émotionnelle qui la rendra irrésistible et fragile à la fois. L'adolescence de Whitney coïncide avec l'émergence de sa beauté physique exceptionnelle. Grande, élégante, avec des traits parfaits, elle attire l'attention de l'industrie de la mode avant même celle de la musique. À 17 ans, elle devient mannequin, apparaissant dans des magazines prestigieux, développant une image de perfection esthétique qui s'ajoutera plus tard à sa perfection vocale pour créer un idéal féminin inatteignable. Mais c'est Clive Davis, le légendaire président d'Arista Records, qui découvre véritablement Whitney en 1983. Cette rencontre marque le début d'une relation professionnelle qui transformera la jeune femme de 19 ans en phénomène planétaire, mais qui imposera aussi un contrôle artistique et personnel, d'une rigidité étouffante. Davis voit en Whitney l'opportunité de créer la parfaite crossover star, capable de conquérir simultanément les marchés pop, R&B et adult contemporary. Le processus de fabrication de la star Whitney Houston commence alors, méticuleux et impitoyable. Chaque aspect de sa personnalité publique est calibré, son répertoire, soigneusement sélectionné pour plaire au plus large public possible. Son image, polie jusqu'à l'aseptisation. Ses interviews, scriptées pour éviter toute controverse. Whitney devient progressivement un produit manufacturé, une version idéalisée d'elle-même qui s'éloigne de ses racines gospel et de son authenticité naturelle. L'industrie musicale des années 80 fonctionne comme une machine à broyer les individualités au profit de la rentabilité maximale. Whitney, malgré son talent exceptionnel, n'échappe pas à cette logique. Elle se retrouve prise dans un système qui valorise la perfection technique au détriment de l'expression personnelle, qui privilégie l'image lisse plutôt que la vérité artistique. Sa famille, initialement protectrice, devient progressivement complice de cette transformation. L'appât du gain et de la célébrité corrompt les relations familiales, transformant les proches en managers, en conseillers, en parasites. Whitney se retrouve entourée de personnes qui ont intérêt à maintenir sa carrière plutôt qu'à préserver son bien-être psychologique. L'isolement commence dès cette époque. Malgré sa célébrité naissante, Whitney développe une solitude profonde,
incapable de faire confiance à quiconque dans son entourage professionnel, incertaine de l'authenticité des relations qu'elle noue. Cette méfiance, justifiée par les circonstances, devient un trait de caractère qui l'accompagnera toute sa vie. Les premières pressions de l'industrie se cristallisent autour de sa sexualité. Dans une Amérique encore largement homophobe, les rumeurs sur ses relations avec des femmes, notamment avec son assistante Robin Crawford, deviennent un sujet de préoccupation constant pour ses managers. Cette surveillance de sa vie privée et l'obligation de conformité hétérosexuelle ajoutent une couche supplémentaire de stress et d'inauthenticité à son existence. Le paradoxe de Whitney à cette époque est saisissant. Tandis qu'elle incarne publiquement la réussite et le bonheur, elle développe privément des mécanismes de défense qui l'éloignent progressivement de sa véritable nature. L'usage occasionnel d'alcool et de substances commence durant cette période, non comme une recherche de plaisir, mais comme un moyen d'échapper à la pression constante de la perfection. L'environnement professionnel de Whitney devient progressivement toxique, peuplé d'individus plus intéressés par les retombées financières de son succès que par son épanouissement personnel. Cette dynamique crée un cercle vicieux. Plus elle réussit, plus elle s'entoure de personnes intéressées, moins elle peut faire confiance, plus elle se réfugie dans l'isolement et les substances. L'ironie tragique de cette période réside dans le fait que Whitney, en construisant sa carrière sur l'image de la femme parfaite, se condamne à ne jamais pouvoir être imparfaite, vulnérable, simplement humaine. Cette prison dorée qu'elle contribue à construire deviendra progressivement sa tombe psychologique. L'ascension fulgurante de Whitney Houston dans les années 80 et 90 masque une descente aux enfers personnels d'une cruauté inouïe, où chaque succès professionnel se paye d'une perte d'authenticité personnelle et où la construction de l'idole se fait au détriment de la destruction de la femme. Son premier album, sorti en 1985, pulvérise tous les records et installe Whitney au panthéon de la musique populaire. Mais cette réussite phénoménale s'accompagne d'une pression médiatique et publique qui dépasse tout ce qu'une jeune femme de 22 ans peut raisonnablement supporter. Chaque apparition devient un test, chaque performance une démonstration obligatoire de perfection, chaque interview une occasion de trébucher publiquement. La communauté afro-américaine, paradoxalement, se montre parfois critique envers Whitney, l'accusant de chanter trop blanc et de trahir ses racines pour plaire au mainstream. Cette accusation, profondément injuste mais persistante, crée chez Whitney une culpabilité identitaire qui la poursuivra toute sa carrière. Elle se retrouve prise entre deux feux. Trop noir pour certains, pas assez pour d'autres, jamais assez authentique pour satisfaire toutes les attentes contradictoires. L'arrivée de Bobby Brown dans sa vie en 1989 marque un tournant décisif. Brown, star du R&B au tempérament volcanique et à la réputation sulfureuse, représente tout ce que l'image aseptisée de Whitney interdit. Leur relation tumultueuse devient publique. Et paradoxalement, Whitney trouve dans cette liaison orageuse une forme de libération de sa prison dorée. Le mariage avec Bobby en 1992 scandalise l'establishment qui avait fabriqué Whitney. Brown incarne la transgression, la spontanéité, l'authenticité urbaine que Whitney avait été obligée de refouler. Mais cette relation, toxique dès le départ, introduit dans la vie de Whitney des éléments destructeurs. Violence domestique, usage intensif de drogue, comportements erratiques qui vont progressivement éroder sa stabilité psychologique. La naissance de Bobby Christina, en 1993, offre momentanément à Whitney un ancrage émotionnel authentique. Mais la maternité, dans le contexte de sa relation dysfonctionnelle avec Bobby et de sa carrière dévorante, devient une source de stress supplémentaire, plutôt qu'un réconfort. Whitney développe une culpabilité maternelle intense, consciente que ses problèmes personnels affectent sa capacité à être la mère qu'elle voudrait être. Les années 90 voient l'usage de drogue de Whitney évoluer de l'occasionnel au systémique. Cocaïne, crack, marijuana, alcool. Tout devient bon pour échapper à une réalité devenue insupportable. Ces substances, initialement utilisées pour gérer l'anxiété et la pression, deviennent rapidement indispensables pour fonctionner au quotidien. L'entourage de Whitney, durant cette période, se divise en deux catégories. Ceux qui tentent de l'aider et sont progressivement écartés, et ceux qui profitent de sa dépendance et encouragent ses excès. Bobby Brown et ses associés appartiennent clairement à la seconde catégorie, transformant la maison familiale en repère de dealers et de parasites. Les performances de Whitney commencent à se dégrader visiblement. Sa voix, autrefois d'une pureté cristalline, se détériore sous l'effet des substances. Ses apparitions publiques deviennent imprévisibles, alternant entre moments de génie et instants d'égarement complet. Le public, longtemps indulgent, commence à exprimer sa déception et sa colère. L'industrie musicale, initialement complice de la transformation de Whitney en produit marketable, se montre incapable de gérer sa déconstruction. Les exécutifs d'Arista, habitués à traiter avec un objet commercial rentable, ne savent pas comment réagir face à une femme en détresse psychologique profonde.
Leurs tentatives d'intervention se limitent à des considérations financières et d'image publique. La famille Houston, corrompue par des années de dépendance financière envers Whitney, oscille entre tentatives de sauvetage sincère et manipulation intéressée. Cissy Houston, la mère, vit un calvaire particulier. Voir sa fille se détruire tout, en étant incapable de l'arrêter, prise entre l'amour maternel et les pressions économiques d'un clan familial, devenu dépendant de la star. L'isolement de Whitney devient total durant cette période. Même ses relations les plus intimes sont viciées par la drogue, la paranoïa et les intérêts financiers. Elle développe une méfiance pathologique envers tout le monde, y compris envers ceux qui tentent sincèrement de l'aider. Cette paranoïa, en partie justifiée par les circonstances, l'empêche d'accepter l'aide qui pourrait la sauver. Les tentatives de désintoxication se succèdent, mais échouent systématiquement. Whitney sort des centres de cure temporairement sobres, mais retombe immédiatement dans ses patterns destructeurs dès qu'elle retrouve son environnement habituel. Le problème n'est pas seulement chimique, c'est tout son écosystème relationnel et professionnel qui est toxique. La décennie 2000 marque l'entrée de Whitney dans une phase d'autodestruction assumée. Sa voix, son physique, sa santé mentale. Tout se délite progressivement sous les yeux d'un public qui oscille entre fascination morbide et compassion impuissante. Whitney devient le symbole vivant de la fragilité des stars, mais aussi de l'indifférence cruelle d'une industrie qui consomme ses talents jusqu'à la lie. Les dernières années de Whitney Houston révèlent l'ampleur d'une tragédie humaine que les paillettes du show business ont longtemps dissimulée. Derrière la façade de la diva déchue se cache une femme isolée, manipulée et dépossédée de sa propre existence par un entourage prédateur qui a transformé sa générosité naturelle en faiblesse exploitable. L'examen des finances de Whitney durant cette période révèle une exploitation systématique révoltante. Malgré une carrière ayant généré des centaines de millions de dollars, Whitney se retrouve progressivement ruinée par un réseau de parasites familiaux et professionnels. Frères, cousins, managers, avocats, tous puisent dans ses revenus sans retenue, profitant de son état de dépendance pour signer des contrats léonins et détourner ses gains. Bobby Brown, loin d'être le seul responsable de sa chute, comme le prétend la narrative officielle, n'est qu'un élément d'un système plus vaste de prédation. Les dealers qui fréquentent leur domicile ne sont pas des étrangers. Ce sont souvent des membres de l'entourage proche, des employés, des prétendus amis qui monétisent la dépendance de Whitney, en lui fournissant les substances qui la détruisent. La solitude de Whitney durant ces années atteint des proportions abyssales. Entourée en permanence d'une cour de parasites, elle ne peut faire confiance à personne, pas même à sa propre famille. Ses tentatives pour retrouver une connexion humaine authentique se heurtent systématiquement aux intérêts financiers de son entourage. Chaque geste d'affection, chaque offre d'aide cache une arrière-pensée mercantile. Les révélations posthumes de Robin Crawford, son ancienne assistante et amour de jeunesse, éclairent d'un jour cru la violence psychologique que Whitney subissait quotidiennement. Forcée de dissimuler sa vraie nature pour préserver son image commerciale, Whitney a vécu une grande partie de sa vie adulte dans le mensonge et la répression de ses véritables sentiments. L'industrie musicale, qui avait créé le mythe Whitney Houston, se révèle incapable de gérer sa destruction. Les exécutives qui l'avaient transformé en produit commercial ne comprennent pas que leur création ait pu développer une autonomie destructrice. Leurs tentatives de contrôle des dégâts se limitent à des opérations de communication, ignorant superbement la détresse humaine réelle. La presse, complice de la fabrication du mythe, devient prédatrice lors de sa déconstruction. Chaque apparition publique de Whitney est disséquée, analysée, moquée. Les paparazzis la traquent dans ses moments les plus vulnérables, transformant sa douleur en contenu commercial. Cette surexposition médiatique aggrave sa paranoïa et son isolement. Bobby Christina, la fille de Whitney, grandit dans cette atmosphère toxique, témoin impuissante de la destruction de sa mère. L'amour maternel de Whitney, réel et profond, se trouve constamment contrarié par ses dépendances et son instabilité. Cette relation mère-fille, empoisonnée par les circonstances, deviendra elle-même tragique quelques années plus tard. Les dernières tentatives de comeback de Whitney révèlent l'ampleur de sa détérioration. Sa voix, autrefois parfaite, est devenue méconnaissable. Ses performances, jadis triomphales, tournent au désastre public. Mais Whitney continue, poussée par un entourage qui a besoin de ses revenus pour survivre, incapable de s'arrêter, même quand son corps et son esprit supplient une grâce. La dimension spirituelle de sa destruction est particulièrement cruelle. Whitney, élevée dans la foi baptiste, vit sa chute comme une trahison envers Dieu et sa communauté. Cette culpabilité religieuse s'ajoute à tous ses autres tourments, créant un sentiment d'indignité qui rend encore plus difficile toute tentative de rédemption. L'argent, moteur de toute cette machinerie destructrice, continue de couler vers l'entourage de Whitney, même quand elle n'a plus la force de travailler. Endettée, épuisée, malade,
Elle reste une vache à lait pour des dizaines de personnes qui dépendent de sa célébrité pour maintenir leur train de vie. Ces derniers mois sont ceux d'une femme fantôme, physiquement présente, mais psychologiquement absente, maintenue en vie artificiellement par un système qui refuse de la laisser mourir dignement. Whitney Houston, l'une des plus grandes voix de l'histoire de la musique, finit ses jours en zombie de sa propre légende, prisonnière d'un mythe qui l'a dévorée de l'intérieur. L'histoire de Whitney Houston nous confronte brutalement au mécanisme pervers d'une industrie du divertissement qui transforme le talent en marchandise et les artistes en produits de consommation. Son destin tragique n'est pas une anomalie, mais la conséquence logique d'un système qui valorise la rentabilité au détriment de l'humanité. Nous refusons la narrative simpliste qui fait de Whitney une simple victime de ses propres excès. Sa destruction fut méthodique, orchestrée par un écosystème prédateur qui a su exploiter sa générosité, sa vulnérabilité et son besoin d'amour pour en faire une machine à profit. Whitney n'était pas faible, elle était humaine dans un monde qui punissait l'humanité. L'industrie musicale porte une responsabilité écrasante dans cette tragédie. En transformant Whitney en produit commercial dès son plus jeune âge, en contrôlant chaque aspect de sa vie publique et privée, en l'isolant de ses racines authentiques, cette industrie a créé les conditions de sa destruction. Le talent exceptionnel de Whitney n'était pas un don à préserver, mais une ressource à exploiter jusqu'à épuisement. La société américaine, avec son racisme subtil et son homophobie assumée, a également contribué à cette tragédie. Whitney a été contrainte de jouer un rôle qui ne correspondait pas à sa vraie nature, de porter un masque de perfection hétéronormé qui l'étouffait. Cette pression identitaire constante a créé une faille psychologique que ces prédateurs ont su exploiter. Nous dénonçons la complicité passive du public, qui a consommé le spectacle de la destruction de Whitney avec la même avidité qu'il avait consommé celui de sa gloire. Cet voyeurisme collectif a transformé la douleur humaine en divertissement, encourageant la surexposition médiatique qui a aggravé sa détresse. La famille Houston porte également sa part de responsabilité. En acceptant de transformer leurs liens familiaux en relations commerciales, en profitant financièrement de la carrière de Whitney sans la protéger des prédateurs, ils ont trahi la confiance et l'amour qu'elle leur portait. L'argent a corrompu l'amour familial, créant un environnement où Whitney ne pouvait plus faire confiance à personne. Nous considérons que Whitney Houston était en réalité une artiste authentique, prisonnière d'une image fabriquée. Sa véritable nature, que l'on peut entrevoir dans ses interprétations gospel ou ses moments d'intimité avec ses proches, était celle d'une femme sensible, généreuse, spirituelle, en quête d'amour véritable. L'industrie a étouffé cette authenticité pour créer un personnage commercial plus rentable. Son génie vocal, indéniable et extraordinaire, méritait d'être célébré et préservé comme un patrimoine de l'humanité. Au lieu de cela, il a été exploité comme une mine d'or jusqu'à l'épuisement de la veine. Whitney elle-même en était consciente, et cette conscience de sa propre exploitation a contribué à sa détresse psychologique. Nous affirmons que la mort de Whitney Houston n'était pas inévitable. Avec un entourage bienveillant, une industrie responsable et un soutien psychologique approprié, elle aurait pu surmonter ses démons et continuer à offrir au monde la beauté de son art. Sa mort est un échec collectif, une faillite morale de tous ceux qui auraient pu et dû la protéger. Le legacy de Whitney ne doit pas être seulement musical, mais aussi moral. Son histoire doit servir d'avertissement sur les dangers de l'idolâtrie, sur la nécessité de préserver l'humanité des artistes, sur l'importance de distinguer la personne du personnage public. Whitney était infiniment plus que sa voix. Elle était une âme qui cherchait l'amour et a trouvé l'exploitation. Finalement, nous pensons que Whitney Houston nous enseigne que le véritable succès ne se mesure pas en vente d'albums ou en records battus, mais en capacité à préserver son intégrité humaine face aux pressions extérieures. De ce point de vue, Whitney a été simultanément la plus grande réussite et le plus grand échec de son époque. Dans le silence qui suit la dernière note, quand les applaudissements se taisent et que les projecteurs s'éteignent, que reste-t-il de Whitney Houston? Il reste une voix qui continue de s'élever au-dessus de la tragédie, pure et cristalline, comme au premier jour, intacte malgré tout ce qui a tenté de la souiller. Aujourd'hui encore, dans les églises du monde entier, des choristes reprennent ces mélodies avec la même ferveur spirituelle qui l'habitait enfant. Sa voix résonne dans les chambres d'adolescentes qui rêvent de grandeur, dans les cœurs de ceux qui ont connu l'amour et la perte, dans l'âme de tous ceux qui cherchent la transcendance par la musique. Whitney Houston n'est pas morte dans cette baignoire du Beverly Hilton. Elle s'est libérée d'une prison dorée qui l'empêchait de respirer, d'un personnage qui l'étouffait, d'un monde qui la dévorait. Sa vraie mort avait eu lieu bien avant, le jour où elle avait cessé d'être Whitney pour devenir Whitney Houston la star. Mais sa résurrection a lieu chaque fois que sa musique touche un cœur, chaque fois qu'une voix s'élève pour dire que l'art peut survivre à ceux qu'il crée, que la beauté peut transcender la souffrance, que l'amour peut vaincre la destruction. En fermant les yeux, nous pouvons encore l'entendre.
non pas sur scène, devant des milliers de spectateurs, mais dans cette petite église de Newark où tout a commencé, chantant pour Dieu seul, libre enfin de toute attente, de toute pression, de toute manipulation. C'est là que vit la vraie Whitney, celle que le monde n'a jamais vraiment connue, mais qui continue de nous parler à travers les notes qu'elle nous a laissées. Sa voix s'élève encore, plus pure que jamais, nous rappelant que derrière chaque icône se cache un être humain fragile, qui mérite notre compassion plutôt que notre vénération. Whitney Houston, la femme, peut enfin reposer en paix. Whitney Houston, la voix, chante pour l'éternité.